Et bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième épisode sur le Giro. Ce sera plus preview, j'ai décidé de le renommer Point Giro parce que finalement on fait un petit peu plus qu'une preview. Aujourd'hui donc on va revenir sur ce qui s'est passé sur la dernière semaine et puis on va analyser un petit peu le parcours de cette deuxième semaine qui commencera donc demain. On va commencer avec le récap de la semaine et c'est Jonathan Narvaez qui voit double puisque l'Équatorien s'est imposé sur les étapes 4 et 8, donc la première étape en Italie mardi dernier, et donc l'étape de samedi, si je ne me trompe pas, oui c'est ça, de samedi à Fermo. Sur l'étape 4, il s'impose au sprint dans un petit comité. Et j'avais un peu mal lu le scénario de cette étape, je ne pensais pas que le peloton allait faire exploser tout le monde dans cette difficulté. Finalement, ça a été le cas avec une équipe Movistar qui a eu la volonté de lâcher les sprinteurs. Même le maillot rose a été lâché, un Thomas Silva. Et c'est donc Jonathan Narvaez qui s'est imposé sur la ligne devant Luis Solar qui avait fait travailler son équipe toute la journée. C'était Giulio Ciccone qui récupérait le maillot rose. Et sur l'étape 8, c'est une échappée à 3 qui était partie avec Jonathan Narvaez, son coéquipier Mikkel Bjerg et Andreas Leknesund. Le Danois a fait un énorme travail pour Narvaez qui, quand il a fallu, dans des difficultés, a placé son attaque décisive et est donc allé s'imposer dans les rues de Fermo devant Andreas Leknesund et Martin Ciota. Et il devient à égalité avec Richard Carapaz, le coureur équatorien à remporter le plus de victoires d'étape sur le Giro, donc avec 4 succès, que ce soit pour Carapaz ou pour Narvaez. Cette semaine, on a aussi eu un nouveau changement de maillot rose dans une étape avec un scénario de fin rocambolesque. J'ai envie de dire, je ne trouve pas forcément d'autres mots pour définir ce final. Déjà, l'étape partait sur les chapeaux de roue, une météo dantesque, des favoris qui attaquent assez tôt, et finalement une échappée qui se forme avec ces deux hommes qui étaient devant, hein, Igor Arrieta, Afonso Olalio. Igor Arrieta décide de partir en solitaire, le Portugais réussit à lui revenir dessus. Les deux coureurs donc se dirigent vers le final. On se dit qu'on va avoir à droit un mano à mano entre les deux. Finalement, Arrieta tombe, ce qui laisse Afonso Olalio partir tout seul. Mais le Portugais tombe également, ce qui permet à l'Espagnol de lui revenir dessus. L'étape avance à 2 km de l'arrivée. C'est Igor Arrieta qui se trompe de route. Et donc Afonso Olalio, on se dit, va faire le doublé étape plus maillot. C'était sans compter sur le retour de l'Espagnol qui a profité que le Portugais soit totalement cuit pour le passer et aller chercher son premier succès en Grand Tour et même en World Tour devant donc Afonso Olalio qui lui s'est emparé de la tunique de leader, tunique qu'il a encore sur les épaules aujourd'hui euh, avant donc l'étape de demain. La surprise, Davide Ballerini à Naples. On attendait une arrivée pour sprinter dans les rues de Naples. C'était une arrivée technique avec des pavés qui étaient mouillés à cause de la pluie. C'est tombé à l'avant du peloton avec l'équipe Unibet Rose Rocket de Dylan Groenewegen. Ça fait tomber plusieurs sprinters, notamment Jonathan Milan, Tobias Andresen aussi qui est tombé, Paul Magnier qui a été ralenti. Seuls deux coureurs sont passés au travers de la chute. C'est Davide Ballerini et c'est Jasper Stuyven. Et finalement, c'est l'Italien qui s'est imposé au sprint devant le Belge Paul Magnier qui, malgré avoir été ralenti, est quand même venu chercher la troisième place et qui était très très fort sur cette étape. Et enfin, Jonas Vingegaard, taille patron, le Danois qui s'est imposé tout simplement sur les deux arrivées au sommet qui ont eu lieu, que ce soit au Blocos ou à Cornouailles-Escalais. Sur le Blocos, il a attaqué après un gros travail de ses équipiers, d'abord suivi par Giulio Pezzari, puis seul puisque l'Italien a complètement explosé. Félix Gall, lui, a réussi à limiter la casse en terminant seulement à 13 secondes du Danois sur la ligne, mais c'est Jonas Vingegaard qui a frappé un grand coup. Afonso Olalio a quand même réussi à garder son maillot de leader. Il a perdu un petit peu moins de la moitié de son avance. Et sur l'étape d'hier, arrivé à Cornouailles-Escalier, c'est Félix Gall qui fait rouler son équipe toute la journée. Joe Ciccone qui est repris à 2 km de l'arrivée. Félix Gall qui attaque
Vingegaard le suit, il ne passe pas de relais, Jonas Vingegaard, on peut se demander. Et finalement, il est attaqué dans le dernier kilomètre, Félix qui n'a pas pu suivre. Et donc, nouvelle victoire de Jonas Vingegaard, qui montre une nouvelle fois qu'il est le patron et qu'il est bien là pour remporter ce Giro. Félix Gall qui semble quand même être le deuxième homme de ce Tour d'Italie. Donc il faudra voir qu'est-ce que ça donne à la suite du contre-la-montre dont on va parler incessamment sous peu. Et voilà, derrière, ce sera un petit peu plus équilibré pour aller chercher les accessites sur le podium. Je voudrais aussi noter les bonnes performances de Mathis Rondel qui fait top 10 sur les deux étapes avec une arrivée au sommet. Il fait 7ème hier, c'est aussi la place qu'il occupe au classement général. Donc voilà, Mathis Rondel à suivre sur les prochaines étapes. Je pense que le contre-la-montre va lui faire perdre quand même pas mal de temps parce que je suis pas sûr que ce soit sa spécialité. Mais voilà, Jonas Vingegaard qui est en taille patron et qui va donc entamer cette deuxième semaine à la deuxième place du classement général. En parlant de deuxième semaine, il est temps d'étudier un petit peu le parcours de cette deuxième semaine en commençant par l'étape 10. J'ai changé un petit peu par rapport aux deux premières vidéos. Je ne vais pas vous présenter 3 favoris par étape parce que je trouve que ça n'a pas forcément de sens tellement les étapes sont difficiles à lire. Celle-là, honnêtement, c'est peut-être la plus facile, hein. Il n'y a qu'un seul favori pour moi, c'est Filippo Ganna. Je vois personne à son niveau sur un contre-la-montre comme celui-là. Il faudra quand même se méfier à des coureurs comme Michael Bjerg qui a plus de leader et qui aura donc carte blanche sur ce contre-la-montre, ou Rémi Cavagna qui est souvent à l'aise sur de longues distances. Donc voilà, contre-la-montre de 42 km. Étape cruciale pour les favoris parce que certains pourront perdre le Giro ici tout simplement. Et je pense qu'il y en a quand même 3 parmi les favoris qui vont sortir du lot sur ce contre-la-montre. C'est Jonas Vingegaard évidemment, c'est Thymen Arensman et c'est Derek G. West qui sont pour moi les 3 coureurs visant le classement général qui s'en sortent le mieux sur contre-la-montre. Voilà, faudra surveiller Félix Gall parce qu'on n'est pas à l'abri de surprise au vu des performances de l'équipe Decathlon CMA-CGM depuis le début de saison. Mais voilà, je pense que les 3 coureurs qui sortiront du lot parmi les favoris, ce sont les 3 que je viens de citer. Étape 11, nouvelle étape pour les baroudeurs avec un début d'étape très plat, c'est un peu la spécialité ce Giro, on va le voir sur plusieurs étapes. Début d'étape plat, ce qui complique la formation des échappées. Hein, on l'a vu sur l'étape que gagne Narvaez, c'était très long pour que l'échappée se forme. Mais il y a plusieurs possibilités avec une arrivée d'un petit groupe qui se joue la victoire au sprint, ou alors un homme qui part seul dans la dernière montée, qui fait 4 km 6 à 6,7%, avec un sommet qui sera situé à 12 km de l'arrivée. Étape quand même qui devrait être réservée aux baroudeurs. Je pense qu'il y a des chances de voir Jonathan Narvaez dans l'échappée sur une course comme ça, puisque je pense qu'il a faim de victoire et qu'il aimerait bien en rajouter une troisième, voire plus, à euh, à son pécule de victoire sur ce Giro. Étape 12, un peu le même principe, une étape qui peut être réservée aux baroudeurs, mais, je dis bien mais, qui peut aussi correspondre aux sprinteurs suivant le scénario de la course. Si ça roule pas très fort dans les deux principales difficultés qui sont un peu la même, hein, qu'on voit, il y a juste une petite descente, mais après ça remonte tout de suite. Je pense que les sprinteurs pourront passer si ça roule pas trop fort, s'il n'y a pas des coureurs qui essayent de se glisser en échappée. Les sprinteurs auront leur chance et sinon ce sera pour les baroudeurs qui se joueront la victoire. Par contre, pour faire des différences, ce sera un petit peu plus compliqué avec un final qui semble quand même un petit peu plus plat. Étape 13, étape pareille qui est assez difficile à lire, étape propice à une échappée. Mais il faudra être fort pour sortir sur le plat parce qu'on le voit, l'étape est quasiment toute plate. C'est seulement les 30 derniers kilomètres hein, enfin les 20-30 derniers kilomètres qui sont un petit peu plus vallonnés et qui pourront permettre à des coureurs de faire les différences pour essayer d'aller remporter la victoire avec des pourcentages à 10% dans simplement la dernière difficulté du jour. Je pense qu'il y aura un coureur qui aura volonté de briller sur cette étape-là, c'est Filippo Ganna, puisque l'étape arrive dans sa ville natale. L'étape 14, première vraie étape de montagne propice sûrement à une échappée, puisque je pense que l'équipe Visma laissera sortir une échappée sur une étape comme ça.
Et c'est une étape qui sera très importante pour le classement de la montagne. On peut voir, il y a 2 cols en première catégorie plus l'arrivée, un col en deuxième catégorie, un col en troisième. Donc il y aura des points à aller chercher sur cette étape qui pourront être décisifs pour remporter le maillot bleu de meilleur grimpeur. Donc nul doute qu'on verra des grimpeurs, je pense notamment à Joe Ciccone, qui essaieront de se glisser dans l'échappée cette étape-là. Et puis aussi, pourquoi pas, des coureurs qui visent le classement général et qui auront perdu du temps sur le contre-la-montre. Il faut savoir que c'est aussi une dernière ascension qui sera inédite et qui sera assez irrégulière. Et enfin, dernière étape de cette semaine, dimanche, une étape pour les sprinteurs, étape arrivée à Milan pour une étape toute plate. Hein. Elle sera un petit peu le long de la mer et on finira par un circuit de 16,3 km qui sera à faire à 4 reprises. C'est un final qui n'est pas très tortueux avec une ligne droite de quasiment 2 km qui devrait donc ne poser aucun problème aux sprinteurs. Et je vois bien Paul Magnier, pourquoi pas essayer d'aller chercher une troisième victoire. Mais il faudra faire attention à des coureurs comme Jonathan Milan qui a quand même envie de gagner parce qu'il est assez décevant depuis le début de ce Giro. Ou encore Dylan Groenewegen qui sera aussi là pour viser la victoire. Voilà un petit peu pour cette semaine de ce Giro. Comme la semaine dernière, on va revenir un petit peu maintenant sur les autres courses qui ont eu lieu cette semaine en commençant par le Tour de Hongrie. Un Tour de Hongrie remporté par Jakob Söderqvist devant Benoît Cosnefroy et Luc Plapp au terme d'une édition qui fera un petit peu débat de par les décisions prises par les organisateurs, puisque tout simplement c'est sur l'avant-dernière étape remportée par Jakob Söderqvist que les organisateurs ont décidé de couper l'étape en plein milieu. Au pied de l'avant-dernière ascension du jour, ils ont dit l'arrivée sera au sommet, l'échappée avait encore de l'avance et elle est allée au bout. Et c'est donc Jakob Söderqvist qui a fait coup double en prenant la victoire et en prenant le maillot de leader. Et Benoît Cosnefroy qui termine donc deuxième et Luc Plapp troisième, qui doivent être un petit peu frustrés de ne pas avoir pu jouer la victoire finale sur cette course et sur les sprints. C'est Tim Merlier qui a été injouable avec 3 victoires sur 3 sprints. Autrement, l'autre étape, c'est Benoît Cosnefroy qui l'a remporté. Et voilà, pour ce tour de Hongrie, pas grand-chose de plus à dire. Doublé finistérien pour Jon Barrenetxea. Le coureur espagnol devient le premier de l'histoire à remporter le Tour du Finistère et les boucles de l'Aune la même année. À Quimper, la victoire s'est jouée au sprint. Et à Châteaulin, il s'est glissé dans un petit groupe qui est sorti dans l'avant-dernière ascension du Ménez-Keller à l'initiative de David Gaudu qui a tenu face au peloton. Et c'est donc ce groupe qui s'est joué la victoire avec la victoire de Jon Barrenetxea de l'équipe Movistar. Clément Venturini qui a été régulier comme souvent sur ces deux classiques qui passent pas loin de la victoire en faisant deuxième à Châteaulin et troisième à Quimper. Je voudrais noter aussi David Gaudu qui retrouve un petit peu des couleurs sur son territoire, sur son département natal, lui, le natif de l'Andivisio. Voilà, David Gaudu qui a été à l'attaque, qui a été offensif. Il fait cinquième des boucles de l'Aune, il n'a pas pu sprinter parce qu'il était cuit. Mais voilà, le voir à l'attaque comme ça peut être que positif pour la suite de sa saison. Il a d'ailleurs réalisé sa meilleure place de la saison avec cette cinquième place. On continue avec du cyclisme féminin et Mischa Bredvold qui remporte le Tour du Pays Basque. Après 2 deuxièmes places en 2024 et en 2025, la néerlandaise remporte cette année le classement général avec en prime une victoire sur la première étape qu'elle remporte pour la 3e année consécutive. Dominika Vlodarczyk s'est aussi illustré pendant ces 3 jours avec 2 victoires d'étape sur l'étape 2 et sur l'étape 3. Et c'est donc Chiara Castellain et Lauren Dixon qui accompagnent Mischa Bredvold sur le podium. Et enfin, on termine avec Laurens Pitty qui retrouve la victoire. Le Néo-Zélandais s'impose sur le Round Köln après être sorti un peu moins de 50 km de l'arrivée avec Fred Wright, puis rejoint par Aimé de Ghent. Il devance finalement les 2 coureurs de l'équipe Pinarello Q36.5 sur la ligne d'arrivée à Cologne. Et signe donc son 3e succès professionnel, le premier depuis 2024. Sa dernière victoire remontait à la Cadel Evans Great Ocean Road Race, quand il était encore dans l'équipe Groupama
FDJ, c'est donc sa première victoire sous le maillot de l'équipe Red Bull. Je pourrais parler aussi de la Flèche du Sud qui a obtenu le statut professionnel cette année et qui a été remportée par Mathis Van Kerkhoff de l'équipe Visma Lease the Bike avec plusieurs victoires de Mathieu Brennan. Voilà, la course n'était pas forcément avec un niveau très relevé. Visma était la seule équipe World Tour à être au départ, mais voilà, Mathis Van Kerkhoff qui était simplement promu, l'équipe développement qui remporte le classement général de cette course. Voilà un petit peu pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Euh, J'espère que ça vous plaît aussi ces petits points sur les courses de la semaine et qu'on sorte un petit peu du cadre du Giro. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, à vous abonner, que ce soit à la chaîne YouTube ou au compte Instagram en description, puisque je vois qu'on fait quand même quelques vues, mais que les abonnés ne montent pas. Donc voilà, vous pouvez vous abonner, ça coûte rien. Et puis moi, tout simplement, je vous dis à lundi prochain pour la dernière vidéo de ces points Giro. À la prochaine. Ciao, ciao.